Buonasera a tutti, bienvenue à l'Université de Corse pour ce nouveau numéro d'Ambiente, une émission consacrée à la COP 30, cette convention sur le climat qui s'est tenue à Belém au Brésil, un rendez-vous organisé aux portes de la forêt amazonienne, symbole mondial de la déforestation et qui intervient également 10 ans après les accords de Paris. Alors COP 30, éclairci dans le brouillard ou bien coup d'épée dans l'eau et surtout quelles conséquences cette COP30 aura-t-elle dans notre région? Nous en parlons ce soir avec nos deux invités. Christophe Maury, bonsoir à vous. Vous êtes hydrobiologiste et chercheur à l'Université de Corse. Et puis Joseph Colombagne, bonsoir à vous. Vous êtes le président de la FDSEA de la Haute-Corse. Messieurs, cette COP30 a réuni 194 pays et près de 56 000 participants avec un grand absent cette année, les États-Unis et son président climato-sceptique. Est-ce que c'était un mauvais signal envoyé dès le début, bien avant le commencement de ces discussions, Christophe Maury, cette absence des États-Unis? Incontestablement, l'absence des États-Unis est un mauvais signal, mais la présence de la Chine, elle, on va dire, est plutôt un bon signal, malgré la pollution qu'elle génère, et notamment les gaz à effet de serre. Mais si vous permettez, cette COP, elle nous fait penser un petit peu à encore une minute, monsieur le bourreau, quoi. Je suis au régime, mais je commencerai demain. Donc on est sur la lancée des 1,5 degré. On va plutôt vers les 2 degrés. On en parlera dans quelques instants. Voilà. Donc c'est plutôt la tendance générale. Et on est habitué à dire plutôt les flops que les COP, quoi. Vous remettez en cause, vous, je dirais, la récurrence de ces COP organisées chaque année. Ça perdrait un petit peu de son efficience, de son intensité, mais... Il y a une forme de novelas, d'épisodes successifs, annuels, qui lassent un petit peu la population et duquel il ne sort pas grand-chose. C'est pour ça qu'on a tendance à les appeler des flops plutôt que des COP, parce que c'est plutôt une réalité, malheureusement. Et du coup, on lasse une partie de la population avec des attendus qui sont relativement faibles. Je pense qu'on va en parler. La Chine, effectivement, vous l'avez dit et on l'a dit, était bien présente. Ce fut même le deuxième pays le plus représenté en termes de délégation. La Chine, le premier pollueur mondial, émettant plus d'un tiers des émissions devant les États-Unis et l'Inde. Joseph Colombagne, la présence de la Chine, l'absence des États-Unis, se joue là également une forme d'enjeu de pouvoir entre ces deux puissances. Oui, bien sûr. Et puis, il y a un phénomène de fond, c'est le financement de la transition écologique. Dans un contexte où on parle de guerre, on parle d'économie de guerre, on parle d'inquiétude mondiale, de tension, ça a un coût, la transition écologique, et ça passe en second plan, malheureusement, alors que finalement, si on réfléchit, c'est peut-être la transition écologique qui nous permettrait d'éviter certaines guerres par rapport à des déplacements, par rapport à des enjeux. Alors attardons-nous sur l'accord final très décevant pour la majorité des observateurs, un accord qui aura bien évidemment des conséquences sur le climat, y compris en Corse, nous en parlerons dans quelques instants, un accord qui ne mentionne ni la fin des énergies fossiles, ni la fin de la déforestation qui a finalement été retirée au dernier moment. Pas de prise de conscience ou bien ce sont les enjeux économiques qui ont pris le pas sur ces discussions, Christophe Maury? Je crois que le point essentiel, et pour la première fois dans les COP, on est en train d'acter un phénomène, c'est qu'on se dit, il y a la tendance climatique, ont émergé à la sortie de cette COP 30 les fausses solutions. Et là, on va vers de la géo-ingénierie, c'est-à-dire qu'on va stocker du carbone, on va produire de l'hydrogène vert avec des énergies carbonées, et on est dans un phénomène où on traite véritablement les conséquences, mais sans traiter les causes. Et je rajouterais qu'on essaye, dans la programmation de cette géo-ingénierie, de jouer à l'apprenti sorcier, puisqu'on veut essayer de limiter les rayons du soleil, en envoyant dans l'atmosphère des grosses quantités de soufre. Donc là, on rentre dans un domaine où on va perturber les écosystèmes et on ne sait pas exactement à quoi s'attendre. Joseph Colombagne, pas un mot, on l'a dit, sur la déforestation, alors que cette COP était organisée à Belém, aux portes de la forêt amazonienne, qui est extrêmement touchée par la déforestation. Oui, puis le symbole est fort là également. L'autre symbole,
En même temps, c'est l'avancée que l'Europe a fait sur le Mercosur. En même temps, on va produire ailleurs, on s'éloigne des zones de consommation, on ne produit pas au plus près de la consommation. Donc vous voyez, on est entre l'intention et l'action, vous avez un fossé, un gap qui est insupportable. Et je veux dire, les gens commencent malheureusement à se lasser de cette approche-là écologique et environnementale. Je veux dire, on n'est pas dans le concret. Je veux dire, nous, on le vit au niveau agricole, on en parlera, oui, je pense, entre une vision urbaine et une vision rurale de l'écologie. Et il y a certains antagonismes. Et voyez, le signal qui est envoyé, c'est véritablement l'Union européenne qui, le matin, va signer un accord pour la protection de la forêt amazonienne et des peuples autochtones, et l'après-midi, qui va signer l'accord du Mercosur, qui va mutiler la forêt amazonienne et les derniers espaces primaires de la planète. Forêt amazonienne, rappelons-le, qui est présenté comme le poumon, poumon mondial, qui est très très fortement impacté là aussi. L'accord de Belém prévoit également le triplement des aides financières aux pays directement impactés par les crises climatiques. Des pays qui, il faut le dire, ont peu voix au chapitre, mais qui se sont manifestés fortement au cours de cette COP30 au Brésil. Le principe de pollueur-payeur, on parle de 300 milliards de dollars par an. Est-ce que c'est un principe que vous partagez, Christophe Moore ? C'est un principe qui est intéressant. Et j'ajouterais que, parallèlement à cette COP30, s'est tenue aussi la COP 16 à Cali, en Colombie, qui était sur la biodiversité. Biodiversité et climat qui, je le rappelle, sont indissociables. Mais pour en revenir à votre question, il y a un fonds qui va alimenter donc l'aide aux écosystèmes, à la biodiversité. Donc ce fonds qui est un petit peu le principe pollueur-payeur. C'est comme si on était au restaurant, qu'on ravageait le restaurant, et puis à la fin on va laisser un pourboire. Ça correspond exactement à ça. Joseph Colombagne, exactement. Ce principe-là, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est incitatif, selon vous, à aider ces pays qui seront les premiers touchés ? C'est forcément intéressant, à condition qu'on fasse bien l'étude de qui sont les pollueurs, qui sont ceux qui ne polluent pas, et quel est le transfert qui se fait effectivement. Je vais vous donner un exemple. Dans le 4 pour 1000, vous savez, le fameux 4 pour 1000 qui relève de la COP 21, lorsqu'on a imaginé, on a pensé que si on réussissait à fixer 0,4%, c'est-à-dire 4 pour 1000, c'est un pourcentage du carbone qui est dans l'air, notamment dans le sol, on bloquait le réchauffement climatique. Et donc la France a fait des études sur l'impact du pastoralisme, justement, par rapport du pastoralisme sur la captation et le stockage du carbone. Cette étude a été faite en France continentale, et puis ça a tellement été intéressant qu'on a fait cette étude aussi sur les dom-toms. Et vous savez quelle est la seule région de France qui n'a pas eu cette étude sur le pastoralisme, alors que c'est le dernier endroit où on fait encore du pastoralisme, où nos bêtes sont du 1er janvier au 31 décembre dehors, c'est la Corse. Donc oui, c'est intéressant de pouvoir capter une partie de ces pollueurs qui payent, notamment lorsqu'on a une certaine vertu par rapport à nos pratiques pastorales, mais on est à côté de la plaque. Alors, oui, si je peux me permettre, dans la notion de pollueur-payeur, il y a l'histoire justement d'essayer de faire payer aux pollueurs la notion de taxe carbone. Vous voyez, c'est-à-dire d'acheter en fait la tonne de carbone à l'émission. Mais c'est un petit peu le principe du Mercosur. C'est exactement la même chose pour l'Union européenne. C'est-à-dire on ne va pas polluer ici, on va polluer ailleurs. Et c'est un permis de polluer en fait. Mais la planète, il n'y en a qu'une. Et la pollution, il n'y en a qu'une. Et elle a des impacts pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Et cette planète, justement, elle a vécu l'été le plus chaud de l'ère pré-industrielle. Les accords de Paris fixaient à 1,5 degré la hausse des températures moyennes au niveau mondial. Ce seuil a déjà été dépassé l'année dernière, selon le rapport de l'Observatoire Copernicus, basé sur l'observation spatiale, notamment des océans et des territoires de l'atmosphère. En Corse, nous y arrivons. Le record de chaleur est détenu par la ville de Sartène avec 43,4 degrés enregistrés en 2009. Voyons justement les effets du changement climatique, du réchauffement climatique également dans notre région et les réponses qui y sont apportées notamment par les agriculteurs avec ce reportage de Solange Graziani et Tiffaine Urtis-Verea et Livia Santane. On se retrouve juste après. Le soleil se fait de plus en plus présent et ce n'est pas qu'une impression.
Ces dernières semaines, au mois de novembre, le thermomètre a atteint les 22 voire les 24 degrés au centre corse. Des températures élevées pour la saison qui impactent les cours d'eau. Comme d'autres fleuves, le Tavignano est sous surveillance. Avec ses étudiants, l'hydrobiologiste Antoine Orsini vient au pont de Balir observer les effets du changement climatique. La première partie, c'est la présentation du Tavignano, avec tout ce qui est topographique, géographique, limnimétrique, on va le voir. Il y a 40 ans, la période des basses eaux, l'étiage, était de 2 mois, juillet et août. Ces 20 dernières années, cette période s'est allongée sur 5 à 7 mois, avec une température de l'eau de 33 degrés l'été à l'aval du Tavignano. Avec des températures comme ça, les invertébrés, surtout les invertébrés endémiques qui aiment l'eau fraîche, ne font que remonter les cours d'eau. Alors ceux qui empruntent le cours axial, remontent jusqu'au Nino, ça va. Ceux qui empruntent des petits affluents disparaissent parce que le petit affluent va se réchauffer plus rapidement que la zone supérieure. Donc on a vraiment disparition, du moins raréfaction, de certaines espèces endémiques, notamment les espèces qui aiment l'eau froide. Ces étudiants ne se penchent pas seulement sur les effets du changement climatique, ils s'appuient aussi sur une donnée fondamentale et reconnue mondialement, la courbe de Keeling. Un graphique qui démontre l'ascension fulgurante du dioxyde de carbone, le CO2 dans notre atmosphère. Cette courbe préoccupe et réunit les plus grands scientifiques et chefs d'État durant les conférences mondiales sur le climat, les fameuses COP. Les COP, comme elles sont annuelles, c'est, je dirais, la méthode des petits pas. On ne pourra pas révolutionner d'un coup. Néanmoins, moi où j'ai envie de pleurer quand je vois certaines COP, à la sortie, aux conclusions, c'est qu'il y a des engagements. On s'engage. Bon, il y a les Américains qui se désengagent, mais ceux qui s'engagent, moi j'attends de voir des actions. Il faut passer de l'engagement à l'action. Et les actions tardent à venir. Globalement, en Méditerranée, la température s'est élevée de 1,9 degré depuis 125 ans. En 2025, cette tendance va s'aggraver. L'augmentation aura atteint plus de 2,7 degrés depuis le début du XXe siècle. Jusqu'à aujourd'hui, l'année la plus chaude pour la Corse, c'est 2022. 2022, à l'horizon 2050, ce sera non pas une année la plus chaude, ce sera une année normale. Et si on va même au-delà, on va à la fin du siècle, en 2100, cette année 2022, qui jusqu'à présent a représenté une exception pour nous, en 2100, ce sera même considéré comme une année fraîche. Les premiers à subir ce changement climatique de plein fouet, ce sont les agriculteurs. Concernés au premier plan, la nouvelle génération s'empare du problème. À 30 ans après des études au Canada, Pauline a décidé de retourner à San Gavino di Tenda, reprendre l'exploitation de son père. Les amandiers devenus trop vieux pour produire sont remplacés aujourd'hui par ces plants de pistachiers. Il résiste très bien à la sécheresse, il résiste très bien au long cycle caniculaire. Les feuilles restent sur l'arbre. Plus tard, les fruits resteront aussi sur l'arbre, même en cas de canicule prolongée. Donc pour ce qui nous attend dans le futur, c'est plutôt idéal. Dans le Neebiu, 5 familles d'agriculteurs se sont lancées dans cette aventure. Il y a une sorte de vent de renouveau et après il faut que les institutions nous prennent au sérieux d'une part, mais aussi de voir si ça fonctionne. Et c'est vrai que la Corse c'est quand même un terrain propice et entre les différences d'altitude, la plaine, les températures qui sont quand même variées entre les différentes micro-régions, on est quand même un terrain vraiment propice à toutes sortes d'agriculture. La Chambre d'agriculture soutient ces démarches. S'adapter au changement climatique est devenu une priorité. Dans ma propre famille, mon frère a planté énormément de grenadiers. On a des gens qui s'orientent vers la mangue, même si la mangue est consommatrice d'eau, voilà, à l'inverse de la pistache. Mais bien entendu, avec le réchauffement climatique, de nouvelles cultures vont voir le jour en Corse. Alors bien entendu, nous, on va mettre en avant surtout celles qui ne sont pas consommatrices énormément d'eau, mais il n'est pas exclu, surtout sur la plaine orientale, de se tourner vers la mangue ou l'avocat. Toutes ces cultures sont possibles car le climat s'est adouci. En plaine orientale, les gelées ont pratiquement disparu. Dans ce verger, les fruits poussent en abondance. De nouveaux porte-greffes permettent d'atténuer les attaques de champignons au pied de ces avocatiers. Juan Pietro a choisi de cultiver 2 variétés. L'idée, c'est d'avoir un avocat qui va être un peu plus tardif. On va ramasser le bacon au mois de décembre, quand le taux de matière sèche le permet.
et le RAS fin janvier, voire février. Ça, c'est un choix que j'ai fait par exemple ici pour avoir un fruit qui est vraiment très goûtu. Un fruit qui a vraiment ce fameux goût de noisette. Nous, qu'est-ce qu'on va amener sur le marché? On va amener quelque chose de qualitatif. Les Mexicains, le Pérou va amener un volume, nous on va amener quelque chose de qualité comme la filière clémentine a su le faire par le passé. Ce jeune agriculteur a d'autres projets, entre autres planter 150 manguiers sur un terrain surplombant son exploitation. Alors voilà pour ce reportage. Joseph Colombani, l'agriculture corse vit-elle une petite révolution dans ses pratiques? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Il y a cette volonté, par la force des choses, les problèmes sanitaires, les problèmes d'eau, les problèmes de production. On voit le kiwi est en train de disparaître de la Corse. Donc forcément, il va falloir une réflexion forte. Mais encore une fois, on en parlait, on a besoin de savoir où on doit placer la barre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire en Corse? On a avec, justement, on a gardé une zone vierge. Notre non-développement permet d'avoir une vision, on peut tout faire, tout est encore possible. On a loupé la révolution industrielle de l'agriculture, donc allons-y, mais faisons quelque chose de bien, adapté, et là on a besoin des scientifiques, adapté à ce que l'on peut, ce que l'on doit faire en Corse. Alors on a besoin des scientifiques. Christophe Maury, dans quelle mesure vous pouvez-vous, et d'autres bien évidemment, notamment ici à l'Université de Corse, répondre à ces besoins locaux? Justement, d'abord en anticipant. Ça fait 70 ans d'études sur les cours d'eau. On sait que sur les 40-50 dernières années, en gros, les cours d'eau ont perdu à peu près 30% de leur débit. Et je rajouterai 30% de leur débit, mais 50% l'été. C'est-à-dire qu'on va avoir un débit d'étiage qui est de moins en moins soutenu. Là où on a la période de stress hydrique la plus forte, là où on a le plus besoin d'eau, c'est là où on en a le moins, c'est là où on en aura le moins. Tout ça parce qu'on a de plus en plus de tout petits cours d'eau qui ont tendance à disparaître. La grosse tendance, c'est ça. C'est les tout petits cours d'eau qui disparaissent. Du coup, même nos grands cours d'eau, Tavignano et Gol, ont tendance à avoir un débit qui est de plus en plus faible, avec des poussées relativement fortes, mais annuellement, on va avoir un débit de plus en plus faible. Et la différence se fait aussi dans la notion de moyenne. Vous voyez, tout à l'heure, vous disiez 1,5 degré de plus de température, mais derrière ce 1,5 degré de plus se cachent des disparités. Moi, je peux vous donner par exemple un exemple, parce que j'ai travaillé dessus, à Calaguccia, pour prendre l'exemple de Calaguccia, mais je peux prendre l'exemple de Basteliga, sur les deux exemples, Calaguccia-Basteliga, au printemps, en 50 ans, on a pris 3,2 degrés de plus au printemps. Je ne sais pas si vous imaginez la température que vous avez, qui est très élevée, qui fait augmenter l'évaporation, évidemment qu'il y a des conséquences sur la ressource en eau, et j'allais dire aussi les incendies. Certaines productions identitaires en Corse, on pense notamment bien sûr à la châtaigne, à l'oléiculture. Cette année, par exemple, moins 80% de récoltes en Balagne concernant les olives. Ces productions-là sont-elles menacées à terme, Joseph Colombani? Oui, je serais tenté de dire, mais elles sont menacées jusqu'où? Mais c'est aussi toute une identité qui est menacée. Bien sûr, mais au-delà de l'identité, c'est-à-dire simplement assurer une vie, et une vie productive sur un territoire comme la Corse, qui est déjà extrêmement en retard. Et c'est là où l'écologie, je pense, elle doit être créatrice, elle doit être innovante. Comment on peut, justement dans ces discussions multilatérales qui existent, comment on peut demander à des gens qui sont sous-développés, non développés comme la Corse, de faire encore des efforts, de ne rien faire, de ne pas se développer? Je pense à la biodiversité sur les tortues, Hermann, etc. Et où on a une application brute qui vient de Bruxelles ou de Paris et qui n'est pas adaptée, on le voit tous les jours, qui n'est pas adapté à ce que l'on veut. Il nous manque un projet corse de développement écologique, durable, pragmatique. Et ça, il faut cette concertation entre nous, entre techniciens scientifiques locaux et agriculteurs, pour définir justement ce projet et ne pas attendre que le Belge ou notre me dise comment je dois planter mes... Vous avez été pourtant président de la Chambre d'agriculture. Ces problématiques-là, on le sait que vous avez été très critique, notamment envers la PAC, la politique agricole commune. Mais cette problématique-là, est-ce que vous l'avez fait suffisamment remonter, notamment à Paris, pour
je peux dire qu'en 12 ans de mandature, je n'ai fait que ça. Mais je veux dire, c'est ça le problème. C'est que à chaque fois, vous vous heurtez à une vision globale et on n'arrive pas à travailler sur le local où on a vraiment du particularisme à défendre, notamment en Corse, et on peut le faire. Oui, alors d'abord, les tortues, Joseph, il faut les protéger, les tortues. C'est important de les protéger et ça doit pas être une Corses aussi. Ça doit pas être une contrainte. Je suis bien d'accord avec toi, mais l'Union européenne, c'est vrai que quelquefois il y a des incohérences. Il y a une vision à 1000 km qui est complètement différente des besoins locaux. On pourrait donner tout un tas d'exemples, mais on va pas continuer là-dessus. Moi, le point qui me paraît important et qui est essentiel, c'est que derrière la COP, il y a ce qu'on appelle le GIEC. Le GIEC, c'est un organisme qui permet, avec des experts, de travailler sur le climat. Un groupement, c'est ça. C'est le groupement international d'experts qui travaillent sur le climat. Et moi, je prône aussi un GREC. Un GREC, c'est un groupement régional d'experts sur les changements climatiques qui pourrait avoir une prospective sur le tourisme, sur l'agriculture, sur du moyen terme et du long terme en Corse et qui permettrait d'avoir des actions de plus en plus locales. Parce que l'invention de la part des COP de dire on va réfléchir globalement et agir localement, on voit bien que ça a ses limites. Juste un mot peut-être également sur l'impact qu'ont ces décisions au niveau mondial sur la biodiversité en Corse. Si vous deviez nous résumer, nous illustrer cette problématique, que nous diriez-vous? L'impact sur la biodiversité en Corse, écoutez, on est bien placé ici, on est à Corté, on a eu en 2023 la tempête Ciaran. Qui a ravagé quelques affluents de la Restogne, qui a transformé des cours d'eau en véritables torrents pentus. C'est des canyons qui ont été transformés. Ça a arraché une partie de la route. Donc il y a des problématiques aussi, d'autres problématiques, on va dire. Mais sur la biodiversité, c'est vrai que l'impact sur la faune et la flore, je sais qu'on a récemment fait des pêches électriques dans ce milieu-là. Ça ravage tout un tas d'espèces, dont les poissons. Mais il n'y a pas que les poissons, parce que l'augmentation de température a des conséquences. Tout à l'heure, je vous parlais des petits cours d'eau. Ces petits cours d'eau, alors je voudrais vous donner une idée. En Corse, on a à peu près 3000 km de cours d'eau. On a à peu près perdu 10% du linéaire des cours d'eau en Corse. Ça fait des milliards de petits insectes. Et ces petits insectes viennent nourrir les batraciens, les oiseaux, les chauves-souris, les pollinisateurs aussi pour l'agriculture. Donc vous voyez l'impact que ça peut avoir, ces décisions qui se prennent à Belém au Brésil. D'ailleurs, entre parenthèses, à Belém, ils ont quand même quelques semaines avant donné l'autorisation d'ouverture d'une plateforme offshore à 400 km au large du Brésil. Ça a été déjà le signal préalable à la COP. Et pour autant, peut-être pour terminer sur une note d'optimisme, la nature possède en elle une partie de la réponse, notamment avec ce qu'on appelle les puits de carbone, que sont les arbres aussi, les océans. Joseph Colombagne, l'agriculture a aussi un rôle, vous le disiez, à jouer contre les effets du réchauffement climatique. En quelques mots, quelles sont les pistes à développer en Corse? Écoutez, le premier mot qui me vient en bouche, c'est le mot grec. Je veux dire, c'est exactement ce qui nous manque. Et ça rejoint ce que vous disiez sur la façon d'adapter à la Corse. Une organisation locale de scientifiques qui puisse communiquer avec les agriculteurs, avec d'autres filières économiques, qu'on ait un projet local qui associe le développement et l'environnement. Moi, je propose, et je le fais en direct là, c'est qu'on se voit et qu'on travaille à la création de ce grec. Le mot va plaire certainement à notre DRAF, mais je veux dire, il faut créer ce grec. On en a besoin, la Corse en a besoin. Eh bien, messieurs, c'est sur cette note d'espoir que se termine cette émission. Nous pouvons tous apporter notre contribution pour minimiser les effets du changement climatique. Chaque dixième de degré compte. State con noi, non t'avvia stella. Buonasera a tutti e a presto.